Merci à tous de nous rejoindre pour décryptage sur Niveau d'Info. Didier Assogba, vous êtes journaliste. Avec vous, nous allons discuter aujourd'hui de la première réunion délocalisée du G20 qui s'est tenue récemment en Afrique du Sud. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte. Le 1er décembre 2024, l'Afrique du Sud prenait officiellement la présidence du G20 sous le signe de la solidarité, égalité et durabilité. Après l'Indonésie, l'Inde et le Brésil, c'est la 4e année consécutive qu'un pays du Sud global est à la tête de ce forum économique qui rassemble 85% du PIB mondial. Mais qu'est-ce que cela symbolisait pour l'Afrique du Sud d'accueillir une première réunion du G20? Déjà, d'avoir fait son entrée dans le G20, déjà, c'était une grande victoire pour l'Afrique du Sud qui, depuis on vous dirait, tout moins ces dernières années, essaye de se comporter comme le leader africain sur le plan mondial, sur la scène internationale. Et donc, avoir la présidence du G20 donne encore plus du poids à la nation arc-en-ciel qui continue donc de jouer diplomatiquement sur ce statut-là de qui devrait être le leader africain. Peut-être on reviendra dessus, parce que c'est déjà un combat en interne en Afrique pour dire quel est le pays qui doit prendre le lead quand on parle du continent africain. Et pendant que les uns tergiversent, les autres ne savent pas quoi faire, l'Afrique du Sud essaye de sauter sur les occasions, si vous permettez le terme, pour à chaque fois se donner encore plus du crédit, se donner encore plus de poids, relever sa cote à l'international. Donc, accueillir une réunion délocalisée donc, du G20, ça fait encore un poids de plus pour l'Afrique du Sud à l'international. Donc, peu importe les résultats et tout, l'essentiel était déjà donc de prouver que le pays avait les capacités d'accueillir les grands du monde, de pouvoir tenir cette réunion-là en Afrique, et c'était déjà quelque chose de merveilleux, ça. Le Cap donc a abrité une réunion délocalisée du G20, une réunion ministérielle, les ministres des Finances. Et si cela a été donc un symbole fort pour le pays aussi important, tous les ministres invités n'étaient quand même pas au rendez-vous. L'Inde, l'Amérique ou encore la Chine n'ont pas été représentés à cette rencontre. Quel impact cela a pu avoir sur les discussions? Les impacts, on ne savait pas trop quelles peuvent être les raisons de l'Inde, par exemple, de la Chine, par exemple. Même des États-Unis. Oui, mais des États-Unis, il y a justement quelques raisons qui expliquaient l'absence du ministre, enfin du secrétaire d'État là-bas aux affaires étrangères. Donc, il y a des raisons. Vous savez que depuis quelques mois déjà, les États-Unis et l'Afrique du Sud, c'est une tension également. Une tension, d'abord parce que l'Afrique du Sud a pris une nouvelle loi sur la réforme agraire notamment, donc une loi qui est contestée par les États-Unis. Donc le secrétariat d'État avait d'ailleurs suspendu les aides américaines, notamment à l'Afrique du Sud. Et il y avait déjà ce problème-là, donc il y avait cette tension. En plus, il y a l'action de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale. Donc, toutes choses qui ne plaisent pas aux États-Unis, qui donc ont décidé de saisir l'occasion, ma foi la plus symbolique, de l'exprimer directement à l'Afrique du Sud pour dire « nous ne sommes pas d'accord ». D'abord pour cette loi, ensuite pour ce que tu fais contre notre protégé Israël à l'international, quelles que soient tes raisons, quels que soient tes amis, quels que soient tes arguments, nous ne sommes pas d'accord avec ce que tu fais avec notre protégé, et donc nous ne sommes pas d'accord, nous ne viendrons pas chez toi. Les discussions ont porté sur l'importance de la collaboration dans la lutte contre le changement climatique et l'engagement contre le protectionnisme. Et quelle est la position de l'Afrique vis-à-vis de ces problématiques? Vous savez que l'Afrique, d'un point de vue climatique, vous savez, l'Afrique a été victime de l'action climatique de plusieurs pays. Le continent moins pollueur, mais qui subit les conséquences. Justement, un peu moins pollueur, mais le dilemme pour le continent africain, c'est d'ailleurs que le continent a aujourd'hui besoin d'implanter des industries pour ne serait-ce que se développer sur un certain nombre de points. Mais c'est à l'heure là ou à l'époque justement où on parle de lutte contre le changement climatique. On ne peut pas faire le développement sans lutter contre le changement climatique. On ne peut pas dire à l'Afrique par exemple de ne pas couper des arbres. Vous voyez, c'est tout un dilemme.
Est-ce qu'on fait le développement? Est-ce qu'on ne fait pas le développement? Ou est-ce qu'on redéfinit clairement les termes de développement? Donc à partir de ce moment-là, l'Afrique, elle, autant pour moi, se trouve aujourd'hui dans un dilemme. Qu'est-ce que je fais pour être conforme aux engagements que prennent les uns et les autres, mais qu'est-ce que je fais en même temps pour offrir au moins un niveau acceptable de développement à mes populations? C'est le dilemme du continent. Donc, si le continent essaye souvent de réclamer, on va dire, de l'indemnisation de la part des nations les plus développées, il n'y a pas toujours de consensus sur la conduite à tenir de tous les continents, enfin de tous les pays du continent, et ça reste un problème assez terrible qu'il faut un jour peut-être dans le cadre de l'Union africaine régler entre les États africains afin de pouvoir justement demander justice et définir un terme clair ou on peut être dit un processus clair de développement pour les années à venir. Sur la terminologie, enfin, la question du protectionnisme par exemple, vous savez que l'Afrique a besoin notamment des partenaires pour aujourd'hui relever la pente de développement sur plusieurs plans. Mais c'est justement, on est dans un contexte où les grands du monde qui devraient justement s'inscrire dans le cadre de ce partenariat-là, multilatéral, essayent de se recroqueviller sur eux-mêmes, notamment les États-Unis, avec Trump qui revient, avec un protectionnisme à outrance. Vous savez, son slogan « Make America Great Again », et c'est les États-Unis ou rien, c'est les intérêts des États-Unis contre les intérêts des autres. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler de lutte contre le protectionnisme avec un pouvoir comme celui de Donald Trump qui est revenu de force et qui a promis un certain nombre de choses aux Américains qui l'ont adoubé d'ailleurs. Donc à partir de ce moment-là, c'est très compliqué. Mais on a d'autres pays également qui font face à des défis, la Chine un peu, l'Inde un peu et d'autres également. Aujourd'hui, on sait que la Chine essaye d'être dans le multilatéralisme avec leur histoire de la ceinture, leur projet de la ceinture et la route. Et ils veulent justement aider plusieurs pays à se développer à leur rythme, à eux. On sait que c'est de l'utopie, ça ne va pas marcher, mais c'est juste un concept pour avoir beaucoup plus de partenaires à l'international, un peu de sympathie pour la Chine, pour oublier ce que la Chine fait en interne et tout ça. Donc aujourd'hui, il revient justement au continent africain et aux pays africains de savoir qu'est-ce qu'eux ils veulent dans toute cette terminologie de multilatéralisme, de protectionnisme et tout. Dans tout ça, là, ce méli-mélo là, qu'est-ce que les États africains ont besoin aujourd'hui? De quoi ont-ils besoin aujourd'hui pour justement impulser un développement qui soit bénéfique à leur population? Il revient justement aux États africains de définir cela. L'Afrique a besoin notamment d'infrastructures, soulignent beaucoup de chefs d'État, mais comment surtout financer les projets de développement? C'est aussi la grande question. Les États-Unis ont dernièrement décidé de suspendre l'aide internationale. On sait que également sur le plan social, l'Afrique détient encore ou sinon dépend d'une manière ou d'une autre des fonds étrangers. Comment relever donc ces défis? Mais les uns diront que c'est peut-être une aubaine pour les dirigeants africains de montrer de quoi ils sont capables aujourd'hui, parce que on ne peut pas durant ces siècles et durant le reste des années à venir, continuer à dépendre de l'aide internationale. Et ça ne se justifie pas et ça ne pourra pas continuer à être expliqué. Peut-être les générations à venir ne nous le pardonneront pas. Il faut justement que les États africains aujourd'hui essayent de capitaliser sur les ressources. Dieu a béni le continent avec des ressources. Donc on ne peut pas continuer à être des commandeurs alors qu'on a normalement des réponses chez nous à beaucoup de solutions à l'international. Tout le monde utilise le téléphone aujourd'hui. Sans la RDC et son sous-sol, on ne pourra pas avoir de téléphone pour la plupart au monde. Donc à partir de ce moment-là, comment est-ce que nous gérons nos ressources pour que ces ressources-là puissent nous donner les moyens dont nous avons besoin pour notamment mettre les infrastructures en place, les infrastructures éducatives, les infrastructures économiques, les infrastructures dans tous les domaines, de l'eau potable
pour nos populations, des écoles de qualité pour nos enfants, les routes pour justement qu'il y ait de développement, pour désenclaver nos localités, pour justement également que, qu'est-ce que je veux dire, pour que les productions locales des populations ne pourrissent pas dans les champs, ne pourrissent pas dans les villages. On a au moins... L'industrialisation, c'est aussi un défi sur le continent. Aujourd'hui, oui, justement. Tout ce qui sert aujourd'hui aux industries d'ailleurs viennent de l'Afrique. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, il revient aux dirigeants africains de se dire, est-ce qu'on ne pose pas un peu la balle à terre pour voir qu'est-ce que nous offrons de mieux en termes de gestion au continent. L'Afrique du Sud, puisque c'est de ce pays que nous parlons ces dernières années, le pays cherche donc à se repositionner sur la scène internationale. On se souvient, l'Afrique du Sud qui a également accueilli en 2024 un sommet des BRICS. Oui, la nation arc-en-ciel qui joue arc-en-ciel à l'international finalement, BRICS, G20 et d'autres regroupements également. Vous allez voir l'Afrique du Sud qui est, comme je disais, c'est un pays qui essaye de se montrer un peu comme leader du continent et veut arracher ce leadership-là aux pays les plus grands ou les pays les plus peuplés du continent aujourd'hui. Et vous savez, il y a cette bataille interne aux pays africains de l'accession notamment au Conseil de sécurité. Justement, vous faites un lien. Quel est ce lien que vous trouvez aujourd'hui avec le repositionnement de l'Afrique du Sud sur la scène internationale? Oui, l'Afrique du Sud veut dire justement que si c'est une place à prendre, je fais autant sur la scène internationale. Donc, si c'est pour voter... Agir pour mettre plus de chances de leur côté. Avoir plus de chances de passer si ce sera par vote et qu'on doit prendre un seul pays africain pour accéder au Conseil de sécurité. Mais de toute façon, si on doit prendre 2 ou 3, que l'Afrique du Sud fasse quand même partie du lot des pays africains qui doivent faire leur entrée. Donc, je pense que c'est pas forcément... Ça n'a pas généralement de l'intérêt en interne. Même sur le continent africain, pas grand-chose, mais c'est l'Afrique du Sud se la joue mondialement, internationalement, pour que demain, si quelque chose doit avoir, si on doit créditer un pays africain, qu'on se dise d'accord que l'Afrique du Sud est d'abord membre des BRICS, et puis aujourd'hui accueille des réunions de G20, et que ça soit le pays le plus en vue de pouvoir porter le leadership du continent africain. Je crois que c'est dans ce sens-là que ces dirigeants jouent. Et parlant justement du Conseil de sécurité, le siège réclamé par les États africains, pour beaucoup d'analystes politiques, il serait inutile d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité sans droit de veto. Quelle analyse en faites-vous? Oui, justement, si on doit corriger l'injustice faite au continent africain, il faut corriger jusqu'au bout. On ne doit pas s'arrêter en chemin. Il faut corriger cette injustice-là jusqu'au bout. Donc, ma foi même... donner un siège au continent africain, c'est encore une insulte, mais on pourra prendre. Mais que ça soit un siège avec tous les avantages et tous les droits qui vont avec. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU sans justement droit de veto, par exemple, de s'imposer, de porter la voix du continent africain, de refuser un certain nombre de choses ou d'imposer un certain nombre de choses comme d'autres le font. Si c'est juste avoir un siège permanent pour un siège permanent, vaut mieux continuer à être des membres non pas permanents comme en guise de boycott de cette décision-là des grands à l'international. À l'échelle continentale, quel regard portez-vous sur la politique sud-africaine vis-à-vis de ses voisins? Vous avez, comme j'ai dit, les nouveaux dirigeants, le président Cyril Ramaphosa et son ministre des Affaires étrangères essayent d'apporter un peu quelques solutions dans des conflits, notamment en RDC par exemple. Vous voyez le rôle que joue l'Afrique du Sud aujourd'hui, au point de perdre quelques soldats, les menaces directes à l'endroit du Rwanda et le soutien ferme à la RDC aujourd'hui montre que l'Afrique du Sud ne veut pas rester les bras croisés sur les problèmes qui se posent sur le continent et veut justement aider à trouver des solutions, y compris des fois, comme ils l'ont dit, par les armes s'il le faut, un peu comme pour menacer un peu le Rwanda. 2 jours de réunion en Afrique du Sud, les 26 et 27 février, réunion du G20 délocalisée, une première sur le continent, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement. Pour vous, c'est un point positif pour le pays. Mais pour un pays africain, c'est déjà très bien, c'est déjà très... Tout le monde parle aujourd'hui de cette réunion-là.
qui a eu lieu sur le continent africain, en Afrique du Sud. Donc, à partir de ce moment-là, c'est déjà un pari gagné, c'est déjà une réussite pour nous d'avoir cette réunion-là sur le continent africain. Maintenant, quels ont été les résultats? Est-ce que quelque chose est sorti de là? Bon, on s'en tape royalement. L'essentiel, c'est qu'on a eu les grands du monde, membres du G20, qui ont eu à tenir une réunion chez nous, même si quelques pays phares ont boycotté et qu'on n'a pas eu assez de résultats. Oui, justement, parce qu'on se pose la question, la réunion a eu lieu en Afrique, mais quelle a été la voix de l'Afrique dans les grandes discussions qui ont eu lieu? Mais comme on savait que cette réunion n'allait pas avoir un grand succès, on savait déjà l'absence... En raison des grands absents, l'Inde, la Chine et les États-Unis. Et puis surtout qu'on parle des finances, on a parlé justement de quelques acquis à l'issue du sommet. On a parlé par exemple de revoir le système de prêt mondial pour permettre justement aux pays africains donc d'avoir beaucoup plus de ressources. On a parlé de réformer la dette pour que les pays africains puissent voir quelques remises de dette et tout ça. Bon voilà, si on parle de dette, si on parle de prêt, ça avantage le continent parce que nous sommes beaucoup plus prêteurs, nous sommes beaucoup plus des gens qui cherchent de l'aide et on a besoin de ressources justement pour construire nos États. Sur ces deux points-là, on pourra dire, ok, sur les quelques points discutés et quelques acquis du sommet, ça vient dans l'avantage du continent africain aujourd'hui. Maintenant, sur les autres points, il n'y a pas eu de grandes avancées. C'est bien dommage, mais bon, l'essentiel, c'est que nous, on a eu quelque chose déjà qui nous permet justement, si les grands reviennent demain, de pouvoir avoir quelque chose de réel, notamment sur la dette, notamment sur le prêt à l'international. C'est ce qui compte. Merci Didier. À chaque fois, vous êtes journaliste. Merci d'avoir participé à Décryptage sur Néon Info ce vendredi. Merci à vous également de nous avoir suivis.